Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin, Antoine? Vous écoutez Antoine. Aime le rock. Eh, super générique. Bonsoir, chers amis. Bienvenue dans le podcast Antoine et ses copains aiment le rock. La saga des Cures ce soir avec invité Benjamin Durand. Salut Benjamin. Salut Antoine. Tu es bien précieux pour parler des Cures, un groupe que J'espère. j'ai beaucoup écouté, Oui. malgré moi, parce que j'avais beaucoup d'amis et d'amantes qui adoraient The Cure. Et du coup, on va en parler un peu de ce groupe anglais qui est formé au milieu des années 70, en 76 précisément. À cause du punk, hein. Bon, à cause du punk. Alors vas-y, Bien on sûr. commence par là, vas-y, je t'écoute. Bien sûr. Donc c'est un groupe qui se forme dans la petite ville de Crowley, qui est dans le sud de Londres, donc En Sussex. Bah ouais, situé Enfin, à l'ouest, hein. situé vraiment à équidistance entre Londres et Brighton. Donc pas très loin de l'album d'album, l'aéroport de Gatwick. Ouais. Donc autour de 4 membres, dont un va partir très vite, mais pour revenir un peu plus tard dans l'histoire. Donc Paul Thompson, c'est celui qui reviendra plus tard. Évidemment Robert Smith, Lol Thorhurst et Michael Dempsey. Dans un premier temps, qui vont faire ce petit groupe qui se forme un petit peu comme tous ces groupes qui sont formés quand l'appel du punk est arrivé et que tous les groupes se sont dit non, il ne faut pas être des espèces de super génies demi-dieux vivants pour faire du rock. On est des merdeux, on n'y connaît rien, mais on peut aussi faire un groupe et on va le faire. Ouais. Et voilà. Parce qu'il y en a plein des groupes à cette époque-là. On a déjà évoqué les Undertones ou les Jam ou les Buzzcocks, enfin qui n'étaient pas des héros, etc. Donc c'est un peu dans la même lignée finalement. Tout à fait. Alors pourquoi ça va tourner un peu gothique Voilà. On va trop vite. Mais j'ai plein de questions à ce sujet parce que ça a toujours été énigmatique. Moi, je trouve Bien qu'il y a des sûr. chansons formidables, des albums d'ailleurs. C'est même un groupe où il y a vraiment des disques qui s'écoutent en Absolument. entier. Enfin, même Absolument. pour moi, qui survolent parfois certaines influences new wave, post-punk, etc. Et du coup, donc ils se forment en 76, mais le premier album qui va sortir, ça va être 3 ans après. Donc qu'est-ce qui se passe entre 76 et 79 avant la sortie de Three Imaginary Boys? Eh ben, c'est un groupe qui va un petit peu galérer, qui va un petit peu tâtonner. Bizarrement, c'est un groupe qui va me faire un peu penser... en tout cas, Robert Smith va être un petit peu un personnage comparable à... Plus récemment, un personnage comme Alex Turner, un espèce de leader par défaut. C'est-à-dire quelqu'un qui va, dans un premier temps, vouloir être guitariste, sans aucune aspiration à vouloir être chanteur. Ni compositeur, tu veux dire? Ni compositeur, Ouais. tout à fait, mais qui va affirmer au sein du groupe une vision musicale que les autres n'ont pas forcément. Les autres sont juste contents d'être là, on va dire. Ouais. Et Robert Smith, lui, va de plus en plus S'imposer naturellement. prendre l'ascendant. Donc les chanteurs qui vont passer, ils vont être Ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait des chanteurs dans The Cure en 76, Absolument, 77. Ouais. Ah absolument. Dans les premières versions de The Cure, qui ne s'appelaient pas forcément The Cure, mais qui vont être là. Et Robert Smith était un personnage assez intéressant parce que déjà il est né à Blackpool, donc dans le nord de l'Angleterre, avant que ses parents Blackpool, Magical Mystery Tour, Blackpool Under Lights, voilà pour les références Voilà. les plus foireuses. Et Robert Smith est fils de parents assez vieux. Ses parents l'ont eu assez sur le tard. Ils ont déménagé à Blackpool, à Crowley, Ouais. après avoir vécu à Blackpool. Et donc Robert Smith est un petit peu quelqu'un de déphasé. Voilà, il est ado quand ses sœurs notamment ont déjà des enfants, etc. Ouais. Et donc il a ce groupe et le punk est là et donc lui va direct un peu prendre les rênes du groupe dans un premier temps sur une vague un petit peu effectivement pop-punk en s'inspirant plus Pop.
Ouais. Voilà, en Pas s'inspirant plus. post, mais pop. Voilà, en s'inspirant beaucoup plus des Buzzcocks que des Sex Pistols. D'accord, ouais, Il est ouais. beaucoup plus dans cette veine-là. Et en plus, un autre élément qui va l'orienter. Tout à son avantage pour moi. Hein. Et un autre élément qui va plus l'orienter vers la pop dans un premier temps que vers le punk, c'est que il est découvert et est signé par un très jeune A&R de Polydor à l'époque, qui s'appelle Chris Parry. Ouais. Et Chris Parry était à l'époque celui qui chaperonnait les jams. Et c'est lui qui, notamment, va vraiment être la grande aide pour Paul Weller, pour avoir son virage de songwriting entre la période In the City et la période All Mod Cons. Et en fait, Chris Parry, tout en dirigeant la carrière des jams, qui est un vrai espoir pour Polydor à ce moment-là, surtout au moment où il se détache du punk, en ayant une écriture un petit peu plus personnelle à ce moment-là, quand il commence à enregistrer All Mod Cons, Chris Parry décide de fonder une compagnie, un petit module au sein de Polydor qui va s'appeler Friction. Ouais. Et le premier groupe qui va le signer là-dedans, c'est The Cure. Et en fait, c'est une espèce d'économie de bric et de broc. Il va profiter du fait qu'il s'occupe de l'enregistrement de All Mod Cons des jams, donc en 78. Les jams enregistrent en studio le jour All Mod Cons, et dès que les jams sont partis, hop, les Cure prennent la relève, et comme ça, ils économisent du temps de studio pour enregistrer leur premier album qui va s'appeler Three Imaginary Boys. Alors du coup, oui, j'ai parlé de ce premier album, mais avant ce premier album, mitraillez-moi si je me trompe, mais il y a un single qui va s'appeler Killing an Arab en 78, qui va être le premier single du groupe. Ouais. Et voilà, parle-nous un peu de ça dans le contexte actuel, quoi. Bien Tuer sûr. un arabe. Bien sûr. Et voilà, il faut tout de suite rassurer les gens sur l'intention de Robert Smith, qui écrit, je pense, bien sûr, qui écrit les paroles et tout, et qui va se révéler être un fantastique songwriter. Ah oui. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe un an avant la publication du premier album avec ce single? En fait, c'est simple, Robert Smith. Et quel est l'impact aussi, je précise ma question, quel est l'impact aussi de ce single? Voilà. Il est assez minime dans un premier temps. Ouais. Hein. Il est vraiment assez minime. C'est un single qui deviendra important au moment de la Curemania, donc. Carrément, on parle de Curemania. Au milieu des années 80. Ouais. Bah oui, bien sûr. Mais j'ai hâte. À ce moment-là, c'est assez minime. En fait, l'explication est relativement simple. Robert Smith a suivi une éducation au sein d'un lycée français qui lui a fait découvrir la littérature française. C'est pour ça qu'il parle aussi bien français dans les concerts à Bercy. Absolument, notamment. Et aussi par rapport au fait que la France était au réservoir. Hein. La France a été une fanbase assez importante pour les les Cure. Mais Robert Smith, personnellement, est assez familier de la culture française et surtout d'Albert Camus. Et en fait, il a été traumatisé par la lecture du livre de Camus, L'étranger, donc dans lequel, pas mal de monde, dans lequel le personnage principal, Meursault, dans un espèce de délire un petit peu paranoïaque, a l'impression qu'il est cerné par tout le monde et il est obsédé par l'idée de tuer des Arabes, etc. Et donc c'est un petit peu ça qui va donc dans le contexte de l'Algérie française, etc. machin. Bien sûr. Et c'est en fait cette inspiration du personnage de Meursault que Robert Smith va transcrire dans la chanson Killing an Arab. Donc tout ça ne perce pas trop comme tu dis, et du coup c'est à l'apparition du premier LP, en tout cas peut-être du premier album qui s'appelle The Imaginary Boys, qu'il y a un truc qui se passe en Angleterre. C'est pas un succès énormissime, mais de toute façon c'est l'époque quand même de... on est à la fin des années 70, c'est l'époque où il y a énormément de groupes post-punk qui apparaissent dans tout le sillage de tout ce que le post-punk a déjà... Donc vraiment les espèces de papes du post-punk que sont Peel, que sont Magazine, que sont même Wire. Et donc, la métamorphose des jams
Et les Cure arrivent un petit peu dans ce contexte-là, avec aussi Joy Division. Donc on va dire que Joy Division est dans une espèce de première division, sans jeu de mots, de groupe émergent de ce niveau post-punk. Et Cure est vraiment un espèce d'espoir là-dedans, quoi. Ouais. Donc, D'ailleurs, le Melody Maker, il quitte quasiment... It Start Here au moment de la sortie de l'album, les années 80 commencent ici. Ouais. Mais finalement, Smith il dénigrera un peu toujours le premier album. Hein, et c'est toujours non, je pense que sur le tard oui, enfin en tout cas à l'époque voilà, dans c'est les ça. dans ce qu'il dit dans les interviews, C'est ça. c'est que ouais bon c'était un coup d'essai. Et c'est le deuxième 45 tours qui est Boys Don't Cry, qui va un peu attirer l'oreille de tout le monde, non? Il va un peu attirer l'oreille de tout le monde. Encore dans la Cure Mania. Bah oui, parce qu'une fois de plus, ce 45 tours sera réévalué à la sortie de Standing on the Beach, l'album qui sortira, enfin la compilation de singles qui sortira au milieu des années 80. D'accord, donc du coup, ouais, en fait, ça marche. Boys Don't Cry passe inaperçu. Il est pas sur l'album, il est pas sur l'album en plus. Non, mais il sera sur l'album Boys Don't Cry, qui sera la réorganisation du premier album Three Imaginary Boys pour le marché américain. Donc pour le marché américain, ils vont enlever les titres entre guillemets faibles de Three Imaginary Boys pour les remplacer par les titres des singles, par Killing an Arab, c'est ce qui se faisait dans les Boys Don't Cry, c'est ça, le groupe anglais. et par Jumping Someone Else's Train, qui est un autre énorme single là qui va signer le goodbye pour le bassiste originel Michael Dempsey, qui va être remplacé par Simon Gallup à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, c'est là que vraiment le premier virage extrêmement important de The Cure, parce que Robert Smith, à ce moment-là, dit qu'il veut faire un album qui soit sa relecture de l'album Low de David Bowie et de la carrière de Nick Drake. Donc là, tout de suite, il a abandonné l'idée d'être juste un guitariste et il se sent assez confiant pour pouvoir être un songwriter génial, ce qui va être dans les décennies d'après. Exactement, parce que je pense que à ce moment-là, en fait, Robert Smith s'est pris dans la gueule deux influences énormes qu'il n'avait pas au moment du premier album. C'est donc Joy Division qui vient de sortir Unknown Pleasure, son premier album. On pouvait pas l'avoir avant. Et aussi Siouxsie and the Banshees, avec qui ils ont tourné, et qui va aussi être sur le plan peut-être un petit peu plus visuel, dans le sens du gothique, on va dire. Qui va être vraiment quelque chose d'assez important, et donc là sort... il y a des images de 79, ça transforme son apparence, c'est là où commence le maquillage Pas encore. Le maquillage commence à la fin de la tournée 17 Seconds et au début de Faith. Donc 17 Seconds qui est le deuxième album des Cure qui sort l'année d'après, donc 80. Vraiment début... Et donc là, on a vraiment un virage stylistique total par rapport au premier album, parce que là, on est vraiment sur un album extrêmement froid, extrêmement sombre, mais vraiment un deuxième chef-d'œuvre, parce que je considère que le premier album des Cure est déjà un chef-d'œuvre. Three Imaginary Boys, c'est un très très bon disque. 17 Seconds. Il y a A Forest dessus quand même, par exemple. Play for Today. Donc voilà, à l'époque, les Cure ne sont pas maquillés. On les voit passer pour Chorus. En France, l'émission Chorus, pour ceux qui ne connaissent pas. L'émission d'Antoine Decaune à l'époque, dans le cadre des Enfants du Rock, il passe là-dedans. Le concert est assez incroyable, et donc voilà. Là, Smith a vraiment le sentiment d'avoir compris quelque chose, mais il va s'enfoncer dans une espèce de spirale de noirceur et de dépression assez intense tout au cours des années 80, un petit peu emporté par l'élan de cet album, et ensuite vraiment amplifié par le suicide de Ian Curtis de Joy Division, qui était vraiment une influence assez incroyable, et quelque part le fait que
Ian Curtis a fait ce geste fatal assez fort évidemment et que du coup par conséquence bien entendu il n'y ait plus de Joy Division, ça lui semble être un espèce de trou assez béant et ceci ajouté à des deuils familiaux dans sa famille et dans la famille des autres membres du groupe, ça fait qu'il va se mettre à écrire des chansons encore plus sombres pour l'album suivant qui, à mon sens, est peut-être le chef-d'œuvre des Cure. Ah ouais, alors que c'est pas un des chefs-d'œuvre, mais peut-être en tout cas en mon tout cas, c'est pas celui qui préféré. est reconnu par la critique, hein, mais Moi, c'est peut-être mon préféré. ouais. C'est donc Faith, qui a notamment été dans la culture pop. Il a connu, enfin une des chansons a connu une deuxième vie assez intéressante, c'est All the Cats Are Grey, parce que c'est la chanson qui sert de générique de fin au film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette. Ouais. Donc c'était assez amusant de mettre une chanson comme ça à la fin d'un film d'époque sur Marie-Antoinette. Et donc voilà, Faith, là c'est vraiment le moment où il commence à se maquiller. Et où les concerts prennent une tournure quasiment messianique, quoi. Ouais. Ça devient vraiment... Ça va devenir un peu la fanbase. Les Cure deviennent vraiment toujours, un groupe complètement culte, sans doute amplifié par la fin de Joy Division, où beaucoup de gens un peu tourmentés... Un peu, on n'est pas mort, quoi, nous. Voilà. Ouais. Mais on flirte avec ça. Voilà, un peu de gens un peu tourmentés se retournent par les Cure par rapport à Joy Division. Et donc Faith va connaître un énorme succès d'estime parce que culte on est toujours dans le à ce moment-là. d'estime. Tout à fait. Alors que ça fait c'est déjà le troisième, on est déjà en 80. Voilà. Et très vite va arriver Pornographie qui est considéré, en tout cas par tout ce que j'ai lu, en tout cas dans les classements des meilleurs albums, etc. Pornographie qui sort en 82, l'année de la naissance, très intéressant. Et voilà. Et là ça prend. Ou alors ça a été réhabilité après. C'est dans la continuité, oui, ça a été plus réhabilité après. Mais en fait, surtout, Robert Smith arrive à un espèce de point de non-retour. Là, les drogues arrivent vraiment dans le jeu. C'est-à-dire que c'était quoi les drogues en 82 du coup? Je pense la freebase quand même. Non, eux à ce moment-là, je pense que c'est vraiment à la fois du LSD et de la cocaïne. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, c'était des preneurs de LSD. Sur Pornographie, c'est d'ailleurs vraiment le gros changement au niveau du son qu'on entend entre Faith et Pornographie, parce que Faith comme 17 Seconds, au niveau rythmique, c'est deux disques qui sont extrêmement monotones. Ouais. Qui ont vraiment un côté très très de batterie, quoi. Ouais. C'est vraiment très un espèce de paysage d'hiver interminable avec vraiment du brouillard, etc. Alors que Pornographie, c'est très tribal. Pornographie, comme son nom l'indique. Hein. Pornographie, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus. Le morceau Pornographie qui termine le disque, c'est une espèce de projection musicale de l'enfer de Dante, quoi. On sent vraiment le personnage principal à travers la voix de Robert Smith s'enfoncer dans quelque chose de complètement inextricable, quoi. Et Robert Smith le dira lui-même à la fin de Pornographie, c'était soit je décidais de vouloir rester vivant, soit la mort était la seule issue. Ça, je faisais Ian Curtis, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de façon assez étrange, il décide de partir faire une espèce de retour à la nature après Pornographie, à faire un voyage en Angleterre, dans les collines, à faire de l'escalade, des choses comme ça. Et en fait, il reprend une espèce de goût à la vie à ce moment-là.
Le groupe se disloque parce que la tournée pornographie est extrêmement violente. Il y a beaucoup de bagarres. Ça tourne où? En Angleterre principalement? Non, non, partout en France, ça passe à Bourges. Oui. Donc du coup, ça marche déjà vachement bien. Alors, ouais, ça marche. Ça passe à Bourges festival. Printemps de Bourges, oui. Il y a un concert au Printemps de Bourges, pornographie, il passe à l'Olympia. Ouais. Il y a d'ailleurs dans la réédition de pornographie, dans les éditions Deluxe Universal, des enregistrements, je crois, captés à l'Olympia. Ouais. Des concerts très très violents. Vraiment, c'est assez saisissant quand même. Violent musicalement, hein. Ouais, c'est vraiment très radical, assez proche quelque part de l'approche de Southside, quelque part. Donc c'est vraiment une espèce de point de non-retour. Et en fait, c'est assez intéressant parce que... Parce que là, on est au début de l'ère MTV et tout ça, donc ils vont switcher là-dedans et il va y avoir des clips formidables. Pas encore. Ouais, non, pas encore. Mais... parce que pornographie, en gros, le groupe split à la fin de pornographie. D'accord. Mais pas pour longtemps. En fait, Robert Smith décide de mettre le groupe entre parenthèses pour un moment et il ne sait pas s'il va continuer le groupe. Et il part en tournée comme juste simple guitariste avec Siouxsie and the Banshees parce que le guitariste de Siouxsie and the Banshees est parti. D'accord. Et donc il part en tournée avec Siouxsie, ce qui lui permet un petit peu de se régénérer et surtout de délester un petit peu la pression d'être le leader du groupe. Et Chris Parry, qui est toujours là pour veiller sur le groupe, dit à Robert Smith, écoute, essaye de faire un truc. Et en fait, c'est le moment où... les anciennes Joy Division, devenues New Order, publient le single qui va être la révolution, peut-être le single le plus important des années 80, donc Blue Monday, avec tout le matériel de synthé et de boîte à rythme. Et Robert Smith décide d'aller un petit peu dans cette voie, décide que la pop va peut-être être son salut. Et il reforme The Cure pour un espèce de one-shot single qui s'appelle Let's Go to Bed, Ouais. et qui va là être vraiment un vrai succès pop pour les Cure. Il continue à faire sa tournée avec Siouxsie and the Banshees, mais il va continuer uniquement avec Lol Tolhurst, donc l'ancien batteur qui reste avec lui, et là où il commence à se reconvertir au synthé aussi. Ils font un deuxième single, The Walk, où là, une fois de plus, l'influence de New Order est complètement indiscutable. Ouais. Et de fil en aiguille, il se dit que reformer les Cure, c'est quand même peut-être pas la plus mauvaise idée. Ouais. Il recrute donc le producteur de pornographie, Phil Tornalley, à la basse, et un batteur pour enregistrer à Paris un single qui va là encore avoir beaucoup de succès, qui s'appelle The Love Cat. C'est à Ferber ou je sais pas où. Ouais, d'accord. Ah ouais, possible. Et de toute façon, à Paris, en 84, c'était assez populaire parce qu'il y a aussi Econ the Bunnymen qui enregistre Ocean Rain, la plus grande partie d'Ocean Rain aussi là-bas. D'accord. Et Style Council aussi avait enregistré les premiers singles. Alors, aussi à Paris. moi j'ai une question, quand on parle de Cold Wave, parce que c'est vraiment associé à ce groupe-là, c'est la période donc jusqu'à pornographie. Exactement. Et qu'est-ce que ça signifie en fait la Cold Wave? Parce que le New Wave est toujours un peu dans le langage de tout le monde, mais la Cold Wave, c'est un truc qui a disparu. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Ça n'a pas disparu. La froideur, c'est lié ça. encore à toutes ces histoires de suicide. Oui, ouais, d'accord. tout à fait. La Cold Wave, c'est le fait que le corps soit froid et mort, ou le cold non, c'est juste effectivement des ambiances plus hivernales D'accord, donc qu'estivales. Oui. C'est clair. Oui, une espèce. Il n'y a pas de hot wave, tu vois. Voilà, c'est ça. Tout à fait, oui. Non, c'est cette frange. En fait, New Wave, c'est assez bizarre parce que en France, il y a vraiment une compréhension différente c'est pour ça que je pose la du question. concept de New Wave entre les Français et les Anglais. Parce que la New Wave, nous les Français, on classe tout ce truc-là dans la même chose, quoi.
En gros, les Anglais, Tous ces groupes, je veux dire. les Anglais ont appelé New Wave finalement ce qu'on a fini par appeler a posteriori le post-punk. Mais la Cold Wave est une frange du post-punk qui a été effectivement très dans l'introspection, à parler des sentiments, à parler d'une vie qui n'a plus de sens, effectivement, d'une vie où le suicide peut être tout à fait une issue envisageable. Et voilà, la Cold Wave, c'est plus ou moins ça. Et après, effectivement, il y aura beaucoup de ramifications vers le rock gothique qui vont être issues de tout ça. D'accord, donc du coup, après, la partie dont tu as évoqué tout à l'heure le nom, la Curemania. Donc, qu'est-ce que la Curemania? C'est-à-dire que ça cartonne partout dans le monde, que les États-Unis s'emparent de tout ça, et le gothisme devient MTVisable ou... Pas exactement. Non, alors, pas exactement. Pas exactement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une période charnière qui est en l'année 84. D'accord. Donc on a parlé du single The Love Cats, qui est un single très très pop, jazzy pop absolument irrésistible, quoi. The Love Cats, c'est quand même un fantastique single des années 80. Et à la suite de ça, Robert Smith décide de faire un album de The Cure, mais en parallèle, il fait un side project qui s'appelle The Glove. Donc il est encore incertain, quoi, sur cette aventure. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais il est vraiment poussé par Chris Parry, une fois de plus, qui vraiment est persuadé qu'en gros que Robert Smith est un génie. Et donc Chris Parry va le lancer, mais Robert Smith, lui, n'est vraiment pas sûr de vouloir tout porter sur ses épaules. Et donc il va lancer 2 projets en même temps. Un nouvel album de The Cure qui va s'appeler The Top. Ouais. Et un side project avec Steve Severin, le bassiste de Siouxsie and the Banshees, qui va s'appeler The Glove. Et donc, ils vont sortir les deux albums vont sortir en même temps. Donc, The Top signé The Cure, qui est donc quasiment un album solo de Robert Smith aidé par Lol Tolhurst, qui est en fait un album psychédélique sorti en 84. Un album assez génial, qui est souvent négligé par les fans des Cure, mais que moi je trouve être vraiment un album assez fantastique, avec beaucoup de pop songs, assez irrésistible, vraiment assez chouette. Et là-dessus, ils vont tourner en tant que The Cure, une tournée qui va donner lieu au premier live des Cure, The Cure in Concert, sorti en 84. Pochette noir et blanc. Absolument. Ah oui, ça c'est vachement bien. Très, il y a bon d'ailleurs live. une version de Boys Don't Cry d'ailleurs. Ouais. Vachement bien. Et absolument, mais le groupe va encore une fois se disloquer un petit peu. Et en fait, Simon Gallup, le bassiste avec qui était parti après Pornographie, va revenir à ce moment-là. Qui est hyper important pour le son du groupe d'ailleurs. Qui est hyper important et qui est toujours là aujourd'hui. Basse au Mediator. Absolument. Absolument super simple, mais en même temps super mélodique. Et en fait, Robert Smith va là prendre une vraie confiance en lui et va sortir l'album qui va être le début de la Curemania, 85. The End on the Door, 1985, avec ces 3 singles complètement imparables, In Between Days, Close to Me et A Night Like This. C'est un peu avec Close to Me qu'ils font une apparition. Le clip en tout cas est hyper important à l'ère MTV et deviendra un des clips phares en fait de cette époque-là. Grâce à Tim Pope, avec qui ils avaient commencé à bosser dès Let's Go to Bed. Et Tim Pope va vraiment. Et là, les États-Unis trouvent leur compte avec ça. Ils vont commencer à être connus aux États-Unis. Mais l'apogée des États-Unis va être en 92 avec Wish. Ouais, non, mais après, il y a la période effectivement. Où il y a un pic de popularité évident. Mais là en Europe, entre 87 et la tournée, 92, 13, la tournée The End on the Door est un véritable triomphe en Europe. Ouais. Et ils décident donc du coup, auréolés de tout ça, ils décident de partir en France pour enregistrer leur nouvel album qui sera un double. Donc ça fait déjà 2 albums enregistrés en France là. C'était un single avant qu'il ait été enregistré en France, The Love Cats, mais là ils décident de partir
donc dans le sud de la France, dans le studio de Super Bear où Pink Floyd avait enregistré The Wall. Et donc ils enregistrent Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, qui est donc un double album que j'aime beaucoup, qui est un peu long, qui est un double album un Comme petit peu le long, titre. mais qui est un disque assez formidable et qui aura effectivement peut-être le tube le plus populaire en France, Just Like Heaven, parce qu'il sera en plus, ils vont, avant d'enregistrer la version définitive de la chanson, ils vont, Le générique des enfants du rock. ils vont refiler la démo à Bernard Lenoir. Ah oui, c'est comme ça que ça devient le générique, voilà, d'accord. la démo de Donc c'est pas l'original qui... Non, d'accord, c'est la démo de Just Like Heaven qui va être donnée à Bernard Lenoir pour être le générique de la partie que Bernard Lenoir a animée au sein des enfants du rock. D'accord. Et là, du coup, là, ça décolle complètement. Et puis, il y a Disintegration qui arrive à la fin des années 80. Enfin, peut-être qu'il y a quelque chose à dire avant. Hein. Moi, Disintegration, en fait, est là encore un vrai changement parce que Robert Smith est mal à l'aise avec le côté un petit peu pop qu'a pris The Cure. Il veut revenir à quelque chose de plus solennel, de plus sombre. Bizarrement, ça correspond à l'époque où il décide de se marier avec sa copine du lycée, Mary. Mais en plus de ça, son vieil acolyte, Lol Tolhurst, est sombre complètement dans l'alcoolisme à ce moment-là. Et donc Robert Smith est dans une période très très down. Bah, depuis tout à l'heure, hein, depuis le début du podcast, il est down. Non, il est redevenu un petit peu up avec The End of the Door et Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, dont l'apogée, il suffit de voir l'apogée de la tournée Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, qui est... non, c'est l'apogée de la tournée Hand on the Door, pardon, qui est le concert à Orange, qui est sorti en film. Là, les Cure sont un groupe totalement... il reste assez charismatique, mais c'est assez joyeux quand même comme concert. Mais à la fin de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Robert Smith veut revenir à des espèces de fondamentaux un petit peu plus introspectifs, etc. Et il fait l'album Disintegration qui là ça frappe tout en tout cas aux États-Unis, ça va vraiment frapper les esprits aux États-Unis, ça va vraiment prendre de l'ampleur. La tournée américaine va être très importante. Ils vont y laisser des plumes parce que là encore il va y avoir beaucoup de changements de personnel sur cette tournée-là. Mais effectivement, ça va les asseoir aux États-Unis jusqu'à la consécration de l'album Wish, qui sort donc en 92. Ouais, mais ils prennent leur temps pour faire les disques, parce que du coup, il y a quand même, il y a quand même 2 ans ou 3 ans, il y a quoi, il y a 3 ans entre Disintegration et Wish. Ouais, sauf que il y a intercalé entre les deux, il y a l'album Mixed Up, parce que à l'époque, on est en pleine période scène de Manchester, house music et tout ça. Sûr, Et les Cure décident de faire un album de remix dance de leurs chansons, avec l'album Mixed Up qui va avoir un assez gros succès en Europe, et notamment avec le remix de Close to Me qui va donner lieu à un nouveau clip complètement incroyable où les Cure sont en train d'évoluer dans l'eau, un petit peu comme dans une scène de Super Mario Bros sous-marine. Ah, c'est ce fameux clip dont... Non, c'est un deuxième clip. D'accord. Un deuxième clip qui est tourné à ce moment-là et qui est assez irrésistible, et donc qui va arriver à ce moment-là. Et là, le début du déclin va arriver après la tournée Wish, parce que la tournée Wish, c'est vraiment la tournée un petit peu apogée de manière mondiale, parce que c'est vraiment une tournée à guichet fermé un petit peu partout. Et genre ça joue dans les grosses arénas partout dans le monde, quoi. Ouais, partout ça dans va le monde. Au Japon et tout. Okay. Et ça va donner lieu à d'ailleurs 2 albums live. Dont un à Paris. Voilà. Un qui s'appelle Paris Show. 93. Voilà. Un qui s'appelle Show, qui est en gros l'album live
du concert type avec les tubes et les morceaux de l'album Wish. Ouais, parce que s'il y a bien un groupe qui est généreux sur scène, c'est les Cures. Enfin, même ça. encore aujourd'hui, ils sont capables de jouer à Bercy 3 heures et qu'au bout de 2 heures, tout le monde s'en va et qu'avec les fervents, la fanbase. Si, j'ai déjà entendu ça. Que du coup, il restait que plus que la fanbase française qui restait front row parce que ça jouait jusqu'à minuit 30 et qu'il n'y avait plus de métro, etc. C'est encore le cas dans les années 2000. C'est un petit peu exagéré parce que je pense quand même que les fans sont encore relativement motivés. Oui, les fans, mais bon, je veux dire, il y avait bien des gens pour remplir Bercy qui allaient voir ça pour écouter Close to Me et Boys Don't Cry. C'est ça le problème. Oui, non, mais c'est le problème de tout le monde. Hein. Ça, non, mais c'est pas. Non, mais les Cures, c'est vraiment un vrai problème. Alors que moi, quand on s'est rencontrés, tu m'avais montré un DVD interminable, enfin pour moi à l'époque, où ils jouaient en entier et la trilogie. En Allemagne, non, c'est pas ça. Oui, à Berlin, ouais. Voilà. La trilogie, donc, effectivement, qui est pornographie. Enfin, cette trilogie, c'est la trilogie pornographie, Disintegration et Blood Flowers. Et Blood Flowers, qui est sorti en 2000. Oui, donc une trilogie sur quasiment 20 ans, quoi. Absolument, oui, mais c'est ce que Robert Smith considérait comme ce qu'ils avaient fait de plus abouti. En tout cas, comme sa trilogie la plus dark, quoi. Mais Wild Mood Swings, qui sort en 96, est un album de déclin commercial assez ça marche pas vraiment. indéniable. Ça marche, mais ça marche moins. Ouais, déjà. Mais c'est un disque très intéressant, même s'il est un peu raté. Mais c'est juste dommage parce qu'il y a beaucoup d'albums des Cure en fait qui ont été faits comme ça, qui ont été commencés avec une intention de départ sur une certaine humeur et qui au final ont été compensés dans des compromis. Et en fait, ils voulaient faire avec Wild Mood Swings un album de chansons relativement pur avec un accompagnement d'un orchestre à cordes. Et en fait, il n'en reste que 3 ou 4 chansons. Et derrière, ils sont sentis obligés de faire des chansons de remplissage beaucoup plus pop, un petit peu plus machin. Et ce qui donne un espèce de mauvais truc au disque. Donc c'est quoi la clé finalement pour rentrer dans les Cures pour dépasser un peu Boys Don't Cry et Close to Me, quoi. Enfin, c'est quoi l'entrée si t'es pas suicidaire, quoi. Enfin, je dis ça de façon rigolote, mais c'est quoi l'entrée? Parce que moi j'ai toujours trouvé que The Cure, qui est un groupe apparemment assez dark, regorgé de trésors de composition, etc. Donc, de trésors pop. Ouais. Robert Smith est un des plus grands auteurs pop. Je considère que c'est un auteur pop aussi talentueux que Paul McCartney. Ouais. Franchement, il est de cette. En tout cas, au niveau vocal, moi, c'est évident. Hein, c'est une voix. Mais au niveau de l'écriture aussi, quoi. Oui, non, au niveau de l'écriture, c'est. Et puis c'est un personnage sur scène. J'ai eu la chance de voir les Cure, je sais plus, 3 ou 4 fois sur scène. C'est un groupe scénique absolument monumental, quoi. C'est formidable de voir un concert de The Cure. Ouais, enfin c'est pas un groupe genre qui va aller se balader sur les avant-scènes, etc. Je veux dire, c'est assez statique, comme etc. Comme si c'était bien d'aller se balader sur les avant-scènes. Non, mais c'est une façon de dire que c'était pas non plus, c'est plus un espèce de moments de recueillement. Non, pas du tout. Non, c'est pas vrai. Fans. Non, je sais pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bah non, mais dis-moi alors. C'est pas vrai du tout. Je l'ai jamais vu, donc. C'est pas vrai du tout parce que c'est. Ce que je veux dire, c'est pas, il y a pas un truc visuel fort à voir, quoi. C'est des chansons, c'est des bonnes chansons. Non, mais ça, on est d'accord. C'est des bonnes chansons et c'est pour ça que je fais un parallèle évident avec Paul McCartney. Parce qu'il y a une vraie familiarité là-dessus sur la qualité des chansons. Non, les fans, il y a beaucoup de fans de The Cure, je le reconnais, qui sont un petit peu over the top. Ouais. Mais les Cure, le groupe en lui-même et ce qu'il donne en live, est au contraire quelque chose d'extrêmement généreux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que... oui, c'est ce que je disais, c'est des concerts marathon. Les Cure font partie de ces rares groupes. Si on veut faire une compilation de The Cure, il y aurait 2 compilations qui seraient aussi bonnes l'une que l'autre à faire. L'une serait une compilation Greatest Hits et l'une serait The Best of The Cure. Et The Best of The Cure, ce ne serait pas les Greatest Hits. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant avec les Cure.
c'est que c'est vraiment un groupe qui Genre, a, ouais. Et- c'est un groupe qui a un grand talent pour faire de grands tubes pop, mais en même temps, l'essentiel. Et où tu situes Pictures of You, par exemple, là-dedans? Euh, Ah, Pictures of You. c'est une chanson que j'adore, donc c'est pour ça que je te Ouais, demande. non, c'est un tube pop un petit peu mineur. Donc pour ça moi. serait donc sur la première de compile. Ouais, Ok, mais d'accord. par exemple, une chanson comme From the Edge of the Deep Green, Ouais. From the Edge of the Deep Green Sea, qui est une chanson de Wish, Ouais. qui fait 7 minutes, etc., mais qui est vraiment une énorme chanson. Là, elle ferait partie de la deuxième catégorie. Une Ouais, chanson ok. comme A Strange Day, qui est une chanson qui est de pornographie sur un Greatest Hits, et d'ailleurs sur le Greatest Hits de référence, il n'y a aucune chanson de pornographie, alors que c'est l'album Ouais, un culte, petit peu ouais. cultissime des Cure. A Strange Day, par exemple, serait sur l'album de The Best of the Cure, Ouais. parce que c'est objectivement pas un tube pop, mais c'est une énorme la meilleure- chanson une des et ça meilleures, représente la ouais. quintessence de ce que les Cure ont comme intérêt, quoi. Donc alors du coup, on est en 2019, les Cure vont, on est déjà au courant, vont être à la tête d'affiche de Rock en scène donc en août 2019, donc dans 6-7 mois. À quel type de show on peut s'attendre? Est-ce que c'est un peu prédéfini ou est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent? Ou parce que en fait le dernier album original des Cure date déjà d'il y a plus de 10 ans, hein. C'est vrai. Donc du C'est coup, vrai. qu'est-ce qu'ils jouent? Ils font des best-of, enfin, Ouais. ils font quel de best-of finalement? Bah, Un mix between the both? un petit peu, ouais. Ouais. Un petit peu, ouais. Donc à quoi s'attendre? Parce que je crois aussi qu'ils ont fait le Hyde Park l'année dernière. Enfin, à quoi s'attendre? Est-ce que toi, tu aimerais les revoir? Est-ce que tu inviterais les gens à aller les voir ou Ah oui. plutôt- Bien sûr, et surtout si vous les avez pas vus. Moi, j'ai la chance de les avoir Ouais. déjà vus, donc peut-être que. Non, mais hormis, tu vois, les gens qui se disent, bon, enfin, comme moi qui pourrais prendre un ticket pour aller écouter Pictures of You, Boys Don't que Cry. tu n'es et pas tout du ça. tout sûr de l'avoir d'ailleurs. Oui, oui, non, mais bah, donc c'est très bien. D'ailleurs, c'est- je crois, en y réfléchissant, je les ai vus au moins 4 fois et je crois que je suis pas sûr d'avoir eu une seule fois Pictures of You d'ailleurs. D'accord. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est-à-dire que c'est. Bah ouais. Oui, on ne sait pas s'ils jouent 2 ou 4 heures, quoi. Parce que Ah non, ils si, ils vont forcément jouer entre 2 et 3 heures. Ouais, ils ont la réputation d'être Ouais. hyper Ils jouent très longtemps. interminables. Ouais. Ils jouent très longtemps, ouais. Et Robert Smith est toujours, bah, bon, malgré l'embonpoint, et Ouais. encore qui est très raisonnable par rapport à certains Anglais. Je pense à Peter Gabriel en m'amusant, et puis lui, il a encore des cheveux, mais le maquillage continue à couler, donc ça Ouais. fait un peu bizarre. Ouais. C'est qu'il il va aller bientôt. Il est assez jeune, hein, Robert Smith. On n'a pas parlé de l'âge des Cure, mais il est assez jeune. Hein. Il est Il est né en. 59. Ouais, là, donc il a pas encore 70 ans, quoi. Et il n'a pas encore 60 ans. Bah non. Mais putain, il a 60 ans cette année, du coup. Ah oui, oui. Ouais, donc putain, ils vont tourner encore 10 ans, quoi, les mecs. Ouais. Ouais, donc écoute, j'espère qu'on aura un peu permis aux gens de découvrir, enfin d'avoir quelques clés de ce Ouais. groupe. Mais t'as un truc à rajouter sur. Non, c'est bien, on a fait le tour ou... Bah, j'espère, mais vraiment, c'est un groupe extrêmement attachant qui a toujours vraiment su, en plus, garder une vraie crédibilité live, quoi. Ça va, Oui. c'est un des rares groupes de cette époque-là à être resté un grand groupe de live. Et pas encore une fois pour leur claquette, hein, c'est ça, parce que Non. il se passe rien visuellement. Non, mais pour l'intensité de l'interprétation, de ce ouais. qu'ils proposent et surtout pour l'introspection, quoi. C'est vraiment le groupe qui a su durer sur le temps et qui a mis en valeur ce côté introspectif et qui voilà. C'est le groupe des gens qui se posent des questions sur la vie dans leur chambre et voilà, c'est un Le espèce groupe de des gens seuls. c'est un espèce de repère. Oui, mais enfin, Non, enfin, je dis ça. c'est une caricature. Oui, C'est non, une mais caricature bien sûr, parce toujours. que c'est pas pour ça que c'est du désespoir, quoi. Non, mais c'est pour c'est ça d'ailleurs que vraiment, moi, je suis c'est hyper vraiment une- enthousiaste d'avoir fait c'est vraiment une quête d'honnêteté en ce fait, podcast avec toi, parce que- le parcours de The Cure et c'est vrai que Robert Smith c'est quelqu'un de précieux à toujours avoir avec nous et c'est vrai que si je pouvais finir par quelque chose, je finirais par évidemment l'amour que Robert Smith avait pour la musique de Bowie
Et Robert Smith fait partie de ces gens dont la vie a complètement changé en regardant Starman à Top of the Pops en 72. Et c'est vrai que j'engagerai aussi, en complément des multiples vidéos YouTube des Cure en concert, et de la playlist que tu vas faire. Bien sûr, à regarder la très émouvante participation de Robert Smith au concert des 50 ans de David Bowie en janvier 97. Absolument. Notamment sur la magnifique version qu'ils font ensemble de Quicksand, le Ah morceau de Hunky Dory. ouais, carrément. Bah, écoute, c'est super, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, nous écouter à la web radio ou de nous écouter Sans modération. Sans modération. Et puis voilà. Eh ben, on vous embrasse très fort et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle saga, peut-être d'un groupe sympathique et plein d'espoir de vivre. Je vous embrasse bien fort. Ciao!